Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Merci d'être présent pour ce webinaire consacré à la loi santé au travail. Je suis avec Solène Pardon, mon associé, au sein du cabinet Human Avocat que nous avons créé à la fin de l'année 2021, un cabinet qui accompagne les entreprises avec une offre à 360. Nous accompagnons les entrepreneurs sur toute la partie conseil et contentieux en droit social, mais également sur toute la partie de la gestion des ressources humaines. Et pour finir, sur toute la partie de gestion administrative du personnel, avec notamment la réalisation des bulletins de paye. Au sommaire de ce webinaire, donc la loi santé au travail, une loi décryptée des changements anticipés. Alors Solène, depuis quand cette loi existe-t-elle et quels sont les principaux objectifs poursuivis par la réforme? Alors bonjour à tous déjà. Donc cette loi, elle a été promulguée le 2 août 2021, à l'été dernier. Elle transpose un accord national interprofessionnel qui avait été conclu par les partenaires sociaux en vue de réformer la santé au travail et qui avait été donc conclu en décembre 2020. Les objectifs de cette réforme, ils sont divers. On va avoir tout d'abord un renforcement de la prévention au sein des entreprises, mais également un objectif de décloisonnement de la santé publique et de la santé au travail. Et enfin, un objectif d'enrichissement de la négociation collective et du dialogue social dans l'entreprise sur ces problématiques de qualité de vie au travail et de prévention au travail. Une des mesures phares dont j'imagine que vous avez été informés, c'est la modification et le renforcement du document unique d'évaluation des risques dans l'entreprise. Oui, alors ce document unique que vous connaissez bien, puisqu'il existe maintenant depuis une vingtaine d'années, c'est un décret du 5 novembre 2001 qui l'a mis en place, qui est, rappelons-le, obligatoire dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Ce qui compte, ce sont les activités des entreprises, les dangers liés à ces activités, et non la taille des entreprises. Dans le DUER, on va trouver une évaluation des risques auxquels sont exposés les travailleurs, et également, désormais, c'est la nouvelle définition du DUER, on va trouver la traçabilité de ces expositions. Et cette traçabilité va être assurée notamment avec le dépôt de manière dématérialisée du document unique sur un portail numérique. Alors ce portail, il n'existe pas encore, il va être déployé et administré par un organisme qui sera géré par des organisations professionnelles d'employeurs. L'accès au portail se fera avec une procédure d'identification totalement sécurisée, uniquement réservée aux personnes de l'entreprise qui seront donc habilitées, mais également aux instances qui vont pouvoir déposer et mettre à jour le document sur le portail numérique. Le document unique, il est prévu qu'il soit conservé désormais, notamment dans ce portail, dans une durée qui sera définie par un prochain décret à apparaître, mais en tout cas, on sait déjà que cette durée ne pourra pas être inférieure à 40 ans. Et puis, cette obligation de dépôt du DUER dans cet espace, sur ce portail, sera applicable progressivement aux entreprises. Dans un premier temps, à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises d'au moins 150 salariés. Et puis, pour toutes les autres, eh bien, ce sera à compter du 1er juillet 2024. Il y a également, concernant la mise à disposition de ces DUER, de nouvelles modalités qui sont prévues. Alors, vous le saviez certainement, ce DUER devait déjà être mis à disposition du médecin du travail, des agents de l'inspection du travail, des membres de la délégation unique, des membres de la délégation du comité social et économique. Eh bien, désormais, il va être tenu à la disposition, c'était déjà le cas, mais des travailleurs, mais également des anciens travailleurs, ainsi que de toute personne ou instance qui pourrait justifier d'un intérêt à y avoir accès. Donc, on élargit le champ des personnes qui pourraient avoir accès au DUER. Et à noter également que ce DUER devra être transmis au service de prévention de santé du travail auquel adhère l'employeur lors de chaque mise à jour, et en tout cas, donc mise à jour qui doit être faite au moins une fois par an selon les textes. Il y a également, concernant ce DUER, des nouvelles modalités
relative au dialogue social. Ça, c'est Solène qui va vous en parler. Tout à fait. Du coup, pour les entreprises de plus de 50 salariés qui devaient effectuer une information de consultation, ils s'étaient posé la question depuis plusieurs mois et même depuis plusieurs années, la question de savoir si on devait consulter le CSE lorsqu'on mettait à jour le DUR et lorsqu'on le mettait en place initialement. Et donc, ce n'était pas prévu par les textes et ils s'étaient posé la question dans les entreprises de savoir si on devait faire une information de consultation sur ce DUR. On avait eu des décisions de la Cour de cassation récente de 2021 qui nous avait dit que ça ne nécessitait pas, la mise à jour ne nécessitait pas une consultation, une information de consultation du CSE. Sauf que la loi travail, elle ne va pas retenir cette position et puis désormais, elle va considérer que le comité social et économique doit systématiquement être consulté sur la mise en place et les mises à jour ultérieures. Donc, c'est une nouveauté de cette loi santé. Par ailleurs, dans le cadre de ce DUR, on va avoir le programme de prévention des risques professionnels qui était déjà en vigueur. Ce programme de prévention des risques professionnels, c'est-à-dire que pour les entreprises qui vont avoir un effectif supérieur à 50 salariés, le résultat du DUR d'évaluation des risques va donner lieu à un programme annuel de prévention des risques. Et cette loi travail, cette loi santé au travail, va rajouter va renforcer le contenu de ce programme de prévention en fixant une liste détaillée des mesures qui doivent être prises au cours de l'année en matière de prévention des risques. Il va y avoir aussi une évaluation, c'est-à-dire qu'il va falloir que l'entreprise puisse mettre en place des indicateurs, une estimation des coûts, pouvoir identifier les ressources dans l'entreprise qui vont être mobilisées et mettre un calendrier de mise en œuvre. Et donc, ce programme va devoir être présenté au CSE. Et pour les entreprises de moins de 50, il y a là aussi une nouveauté, puisque désormais, la loi santé au travail prévoit qu'il va falloir mettre en place une liste des actions qui résultent de cette évaluation des risques et qui devra être présentée au CSE, même si on n'a pas d'information de consultation, puisque dans une entreprise de moins de 50. Mais par contre, on va quand même devoir présenter la liste de ces actions au CSE. Donc ça, c'est une grande nouveauté de cette loi santé. On va également avoir en matière de QVT, la qualité de vie au travail, elle va devenir la qualité de vie des conditions de travail désormais. Donc ça, c'est également une nouveauté de cette loi santé qui va ajouter un nouveau thème de négociation sur la qualité de vie et les conditions de travail. Puisque désormais, en matière de négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, il va falloir porter cette négociation sur la qualité et les conditions de travail, notamment en santé, sécurité et prévention des risques professionnels. Du coup, cette négociation annuelle égalité pro et qualité de vie au travail va devenir la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et les conditions de travail. Et donc ça, c'est en vigueur immédiatement au 31 mars 2022. Il va y avoir aussi, en matière de dialogue social, une formation, des mesures relatives à la formation des élus, et c'est Claude qui va vous en parler. Tout à fait, cette formation qui existait déjà avant la loi santé, et simplement, donc cette formation pour les membres de la délégation du personnel du CSE et également le référent harcèlement sexuel et ajustement sexiste. Simplement, le texte ne fixait pas de durée concernant cette formation. Et bien désormais, avec la loi santé, nous avons une durée minimale qui est prévue pour les membres de la délégation du personnel du CSE. Lors de leur premier mandat, eh bien, cette formation aura une durée minimale de 5 jours. Et puis, dès lors que leur mandat est renouvelé, eh bien, cette formation elle aura une durée minimale de 3 jours, quelle que soit la taille de l'entreprise, et elle sera portée à 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail pour les entreprises qui comptent au moins 300 salariés. Alors, vous ne serez pas surpris de savoir que c'est l'employeur qui continue de prendre en charge le coût de cette formation, étant précisé que dans le cadre des entreprises avec un effectif de moins de 50 salariés, eh bien cette prise en charge de ce coût de formation peut être prise en charge par les OPCO, mais là encore, nous attendons un décret qui va en fixer les modalités concrètes. Il y a également des nouveautés concernant le harcèlement sexuel. Définition du harcèlement sexuel. Exactement. Donc, en matière de harcèlement sexuel, on va avoir une nouvelle définition qui va être prévue par la loi santé au travail et qui va aligner un peu la définition qu'on avait du code pénal
sur le Code du travail. Et donc, il va être ajouté à cette définition la notion de harcèlement sexuel avec des notions de comportement à caractère sexiste. Et donc, va pouvoir être considéré comme du harcèlement sexuel des comportements à connotation sexiste. Dans cette définition sur le harcèlement sexuel, on va ajouter aussi des notions sur le harcèlement de groupe, puisque, comme vous le savez, dans la notion de harcèlement sexuel, on a une notion de répétition, mais désormais, avec cette définition de harcèlement de groupe, on va pouvoir avoir du harcèlement sexuel qui va pouvoir être constitué par des situations, par exemple, individuelles de plusieurs personnes à l'encontre d'une même personne. Et donc, dès lors, on va pouvoir considérer qu'on a une répétition dans les faits de harcèlement sexuel. Et donc, pareil, ces nouvelles définitions vont s'appliquer immédiatement à partir du 31 mars 2022. Ces modifications de définition vont induire, vous le savez, dans les formalités de constitution d'élaboration du règlement intérieur, vous devez informer et surtout consulter votre CSE sur le contenu de ce règlement intérieur. Eh bien, à partir du moment où on va modifier le contenu du règlement intérieur par rapport à cette nouvelle définition du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, eh bien, il va falloir passer devant les élus pour reparler de tout cela. Et puis, il va falloir également, en tant que de besoin, revoir les attributions et le rôle des référents harcèlement sexuel et agissements sexistes, compte tenu de la dimension collective qui est prise par le harcèlement, par cette notion de harcèlement désormais. Voilà, et ça aussi, ça peut impliquer une modification du règlement intérieur, du CSE ou de l'éventuel accord collectif qui régit les référents harcèlement sexuel. Nous avons également, autre nouveauté, le passeport de prévention. De quoi s'agit-il, Solène ? Alors, ce passeport prévention, il va concerner, en fait, on va créer un passeport où on va intégrer toutes les formations suivies par le travailleur en santé-sécurité. Alors, cette mesure, elle va être mise en place au plus tard au 1er octobre 2022, donc le temps que les partenaires sociaux, etc., mettent en place ce passeport prévention. Les personnes qui vont être en charge de remplir ce passeport prévention, elles vont être diverses. On va avoir l'employeur qui va devoir recenser toutes les formations, les attestations de formation, etc., les diplômes éventuellement obtenus par le travailleur en matière de santé et de sécurité au travail. On va avoir aussi le salarié lui-même qui va pouvoir décider d'intégrer lui-même dans ce passeport de prévention les diplômes qu'il a pu obtenir en dehors de l'entreprise ou au préalable, mais également les organismes de formation qui vont pouvoir attester des formations suivies par leurs étudiants, et également les demandeurs d'emploi pendant leur parcours auprès de l'assurance chômage, ils vont pouvoir ouvrir ce passeport prévention et le compléter eux-mêmes. Ce passeport prévention, il pourra également intégrer, je ne sais pas si vous connaissez le passeport d'orientation de formation et de compétences qui avait été mis en place l'année dernière et qui commence à être mis en place petit à petit pour les demandeurs d'emploi, qui intègre, en fait, c'est comme un CV numérique où on a les formations suivies par les formations et l'expérience suivie par les travailleurs. Et donc, ce passeport prévention pourra être intégré à ce passeport d'orientation de formation et de compétences. Dans cette loi, on va avoir également un certain nombre de mesures relatives aux services de santé au travail, puisque c'est une des grosses réformes voulues par la loi santé au travail. Services de santé au travail, les SST, qui changent de dénomination pour devenir les services de prévention et de santé au travail, les SPST. Ces services qui vont également mutualiser le suivi de l'état de santé des travailleurs qui occupent des emplois identiques quand ils sont, ces travailleurs, quand ils sont employés par plusieurs employeurs. Et puis, dernière nouveauté, c'est également l'adhésion des particuliers employeurs à un service de prévention et de santé au travail pour le suivi de leurs salariés. Également, dans les modifications importantes, ce sont les visites médicales et notamment l'accès aux dossiers médicaux des salariés.
Du coup, il y a les médecins du travail ils vont désormais pouvoir accéder au dossier médical personnel du salarié sous réserve du consentement express du salarié, mais il va pouvoir avoir accès notamment à ses échanges avec le médecin traitant, à tout son dossier médical en dehors de son dossier médical santé au travail. Ça, c'est une des grosses innovations de la loi santé au travail. Et inversement, le médecin, les autres médecins ou les autres professionnels de santé vont pouvoir avoir accès au dossier médical santé au travail. Il va y avoir une mutualisation des connaissances au niveau de la médecine publique traditionnelle et de la médecine de santé au travail. On va avoir également recours à la télémédecine. Oui, alors les médecines du travail se modernisent, si on peut dire, puisque ce recours à la télémédecine pourra donc désormais être réalisé par le médecin du travail avec l'accord préalable du salarié. Et elles pourront, le médecin du travail pourra proposer au salarié que son médecin traitant ou un professionnel de santé qu'il aura choisi, de pouvoir participer à cet entretien à distance, puisque c'est donc ce qui est prévu. On a également des nouvelles visites médicales, et notamment la visite médicale de mi-carrière qui est créée. Oui, alors cette visite médicale de mi-carrière, elle va être organisée soit par une date qui va être déterminée dans l'accord de branche, soit à défaut au 45e anniversaire du salarié. Donc, elle va être organisée par le médecin du travail et le travailleur. Et l'objectif affiché de la loi, c'est de faire un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du salarié pour permettre une évaluation du risque de désinsertion professionnelle et une sensibilisation du travailleur aux problématiques de vieillissement du travail et de prévention des risques professionnels. Et donc, le médecin pourra, après en avoir échangé avec le travailleur et l'employeur, pouvoir proposer des mesures d'aménagement du poste, d'adaptation, de transformation du poste et même des mesures d'aménagement du temps de travail, par exemple. Cette visite médicale, elle pourra être organisée pas que par un médecin, elle pourra être organisée aussi par des infirmiers en santé au travail. Mais par contre, dans cette hypothèse-là, il ne pourra pas y avoir de proposition d'aménagement du poste de travail. Si l'infirmier estime que ces mesures doivent être mises en place, il devra en référer au médecin qui fera, lui, à nouveau une nouvelle visite médicale pour orienter le travailleur. Et donc, cette nouvelle visite médicale de mi-carrière, elle va être applicable à compter du 31 mars 2022, donc d'ici très récemment, d'ici un mois et demi, 2 mois. Également, il y a une nouvelle visite médicale qui va être mise en place. Enfin, c'est pas une vraie visite médicale, mais on va avoir l'organisation désormais d'un rendez-vous de liaison avec le médecin. Tout à fait. Rendez-vous de liaison. Alors, vous connaissiez déjà la visite de pré-reprise, la visite de reprise, les visites d'embauche. Eh bien, désormais, il va exister le rendez-vous de liaison. Ce rendez-vous de liaison, va pouvoir être mis en place lorsque la durée de l'absence au travail du salarié sera supérieure à une certaine durée. La durée, on ne la connaît pas encore. Il y a un décret qui doit paraître pour nous l'indiquer. Et dès lors, donc ce rendez-vous pourra être organisé dès lors que la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle à l'organisation de ce rendez-vous de liaison. Qui sont les parties prenantes dans ce rendez-vous? On va trouver le salarié, l'employeur et également, donc, bien sûr, le service de prévention et de santé au travail. Quel est l'objectif de ce rendez-vous? Eh bien, l'objectif, c'est d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions destinées, d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle. En clair, c'est comment on fait pour faire en sorte qu'il reprenne au mieux son activité. Ça a également, ce rendez-vous, pour objet d'informer le salarié qu'il existe un examen de pré-reprise et également qu'il existe des mesures individuelles d'aménagement de poste, d'adaptation et de transformation du poste de travail. Ce rendez-vous peut être organisé à l'initiative de l'employeur ou encore du salarié. Et l'employeur informe le salarié qu'il peut effectivement solliciter l'organisation de ce rendez-vous. Libre au salarié d'accepter ou de refuser la mise en place de ce rendez-vous, étant précisé qu'à partir du moment où il refuse, eh bien, cela va de soi, mais ça va mieux en le disant, aucune conséquence ne peut être tirée du refus du salarié par rapport à ce rendez-vous. À noter également
que dans les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 250 salariés, il y a ce qu'on appelle le référent handicap qui existe. Eh bien, ce référent handicap qui est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap pourra participer également à ce rendez-vous de liaison à la demande du salarié concerné. Bien sûr, ce référent handicap, vous l'aurez compris, va être tenu à une obligation forte de discrétion par rapport à toutes les informations relevant du secret médical qui pourront être abordées dans le cadre de ce rendez-vous. Voilà concernant le rendez-vous de liaison. De nouvelles dispositions également concernant les situations de polyexposition. De quoi s'agit-il? Alors, il y a effectivement des règles qui vont renforcer le suivi des salariés qui sont exposés à des risques chimiques et notamment à des polyexpositions. C'est le cas des travailleurs qui vont être exposés cumulativement soit à plusieurs agents chimiques dangereux ou à un agent chimique et à d'autres risques professionnels. Et donc, il va falloir mettre en place dans les entreprises des règles de prévention des risques renforcées pour ces travailleurs-là. On va également avoir un renforcement du suivi médical pour des salariés qui vont être exposés à des risques professionnels importants. Et on va avoir l'organisation désormais d'un examen médical post-exposition qui avait déjà été mis en place en 2018 pour les salariés qui bénéficiaient d'un suivi individuel renforcé au titre de l'exposition à des risques particuliers. Et donc, il y avait une visite médicale qui avait été mise en place avant le départ à la retraite par le médecin du travail. Et désormais, la visite médicale qui doit intervenir à l'issue d'une exposition, post-exposition, elle doit intervenir dans les meilleurs délais dès la cessation de l'exposition, donc soit en fin de carrière si c'est en fin de carrière, ou alors avant si c'est suite à l'issue de l'exposition. Et donc, les conditions de réalisation de cette visite médicale, elles ont été définies par un décret qui lui est sorti du coup en août 2021. Et donc, elle est destinée à tous les travailleurs qui ont quitté leur poste ou qui ont terminé leur exposition depuis le 1er octobre 2021. Donc, ça a d'ores et déjà dû commencer à être mis en place dans les entreprises. Et donc, pour organiser cette visite, c'est à l'employeur d'informer le service de santé au travail dès qu'il en a connaissance, soit du départ à la retraite, soit de la fin de l'exposition. Et donc, dès que le médecin du travail également a connaissance de ces expositions au risque, il doit mettre en place en interne une surveillance post-exposition. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un renforcement du suivi médical de ces salariés, même lorsqu'ils quittent l'entreprise pendant des années. On va avoir également dans cette loi santé au travail un renforcement du contrôle de la conformité des EPI, des équipements de protection individuelle au travail. Oui, ce sera le dernier point qu'on va aborder d'ailleurs sur cette loi. Il y a eu, depuis le 20 juin 2019, un nouveau règlement au niveau de l'Union européenne qui a modifié la réglementation concernant la surveillance de la conformité des produits. Donc, quand on parle des produits, c'est les équipements de protection individuelle qui sont mis sur le marché. Eh bien, le Code du travail va être modifié pour préciser la définition de cette surveillance, précisément, relative au marché. Et puis également, le Code va préciser les tâches qui vont être confiées aux autorités administratives compétentes en la matière. Quelles sont ces autorités administratives compétentes? Eh bien, vous le savez certainement, vous avez la Direction générale des douanes, la DGCCRF, ou encore, bien sûr, la Direction générale du travail, en clair, l'inspection du travail, qui, en matière de surveillance du marché des équipements de travail et de protection, eh bien, ces différents organismes s'assurent du respect par les opérateurs économiques de leurs obligations respectives. Et la loi les autorise, ces différents acteurs, ces différents intervenants, à pouvoir accéder aux locaux, aux terrains, aux moyens de transport à usage professionnel des entreprises mises en cause par un défaut d'équipement ou pour faire des contrôles entre 8 heures et 20 heures. Alors la loi va également alourdir le régime de sanctions pénales applicable aux fabricants et distributeurs dès lors qu'il y aura des infractions ou des manquements aux règles relatives à la conception, à la fabrication ou encore à la mise sur le marché de ces équipements qui seront constatés. Voici donc
non pas les principaux, mais l'ensemble des points qui ont été retranscrits, enfin, abordés dans cette loi santé. Si vous avez des questions, on est à votre disposition, on est dans notre timing pour pouvoir, le cas échéant, répondre à vos interrogations. Oui, comme vous avez pu le constater, on est sur une loi qui est dense en nouveautés. On a beaucoup de textes qui vont être applicables dès le 31 mars 2022. On a aussi malheureusement beaucoup de décrets qui ne sont pas encore parus. Pour le moment, les dispositions qui ne sont pas applicables immédiatement, ça va être les dispositions qu'on a évoquées en début de présentation, notamment relatif au DUR ou alors sur le passeport santé au travail. On a fait un tour d'horizon oui, sur cette loi. N'hésitez pas si vous avez des questions. On est à votre disposition. Là, on va avoir encore 5 petites minutes si vous avez des questions. Et puis par la suite, n'hésitez pas à nous contacter pour toute autre précision. Oui, tu veux répondre? Oui. Oui, pour recevoir le document par mail, aucune difficulté, on transférera, pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci pour vous transmettre le document de synthèse. Oui, en fait, Solène, quand tu dis document de synthèse, on a élaboré un document plus complet, en fait, que ce qui est présenté à l'écran et qui permet de reprendre vraiment tous les points de cette loi santé. À l'issue du webinaire, vous pourrez recevoir sur votre boîte mail via le. Vous recevez. Oui, via l'inscription que vous avez fait, via les adresses mail que vous nous avez envoyées, on pourra vous envoyer le détail. Sur l'enregistrement, alors oui, on va également pouvoir vous transmettre l'enregistrement, sachant qu'il n'a pas débuté au tout début, donc il manque 2-3 minutes du début. Bon, ça va aller, mais sinon, il n'y a pas de souci, l'enregistrement sera également publié. Il y a un point, peut-être juste en complément, pour préciser, sur le passeport de prévention. Solène nous a indiqué qu'on allait ressourcer dans ce passeport l'intégralité des formations en matière de sécurité et de santé qui seront suivies par le travailleur. Il y a une formation qu'il ne faut surtout pas oublier, beaucoup d'entreprises ne la font pas, c'est la formation initiale à la sécurité. Cette formation initiale qui doit être dispensée à tout salarié, apprentis, mais également les stagiaires, et ne pas oublier aussi les intérimaires. À partir du moment où l'intérimaire, bien que n'étant pas soumis à la discipline, ne pouvant pas être sanctionné par l'entreprise utilisatrice, mais il est quand même soumis aux règles d'hygiène et de sécurité et il se doit de les connaître, et notamment par le biais de la formation initiale à la sécurité. Souvent, elle est oubliée, et voilà, c'était le petit point de rappel que je voulais faire sur ce point. Bien, bah écoutez, s'il y a pas de, est-ce que vous avez est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez voir précisés ou tout va bien? Pas de questions? Bon, bah écoutez, on va conclure. Solène, je te laisse la conclusion. La conclusion, c'est beaucoup de nouveautés en prévention, beaucoup de nouvelles mesures en matière de santé, sécurité au travail, avec les nouveaux services de santé au travail et la nouvelle logique de mutualisation du dossier médical individuel et du dossier médical santé au travail. Ça va avoir des conséquences en pratique sur la prévention des dossiers, même en matière de contentieux par la suite, puisque lorsqu'on va avoir des déclarations d'inaptitude, les salariés vont pouvoir communiquer, le médecin traitant va pouvoir beaucoup plus facilement communiquer avec le médecin du travail, donc ça risque d'avoir des conséquences sur les inaptitudes, les appréhensions des salariés, sur leur état de santé et cette communication. Donc pas mal aussi de dispositions en matière de prévention, de formation. L'accent est aussi beaucoup mis sur la formation, tant des élus, mais également du coup des salariés avec le passeport où on va avoir la totalité des formations suivies par les salariés. Et aussi une traçabilité beaucoup plus importante avec ce DUR qui va tracer quasiment à vie l'évaluation des risques et plus de possibilité de se défiler sur cette évaluation des risques. Il va falloir qu'elle soit faite dans toutes les entreprises et bien faite, puisqu'on ne pourra pas revenir en arrière une fois qu'on aura fait cette évaluation des risques. Donc l'accent est aussi porté sur ce DUR avec cette traçabilité importante.
Donc voilà, pas mal de nouveautés que vont devoir appréhender les entreprises et mettre en place petit à petit. Très bien. Merci Solène pour cette conclusion. On reste à votre disposition si vous avez besoin de compléments d'information. N'hésitez pas à nous contacter. Et sinon, bon week-end à tous et à toutes et à notre prochain webinaire. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir, bonne fin de journée à tous. Merci.